C'est mon gagne-pain, c'est ma passion. J'étais à l'école et donc je ne savais pas exactement ce que je devais faire. Donc je suis allé faire des stages et j'ai découvert le cuir. Je me suis aperçu que le cuir m'intéressait beaucoup, mais on m'a dit qu'il y a de grandes chances que je ne pourrais pas en vivre. Donc je suis passé en ébénisterie. À peu près une trentaine d'années après, je suis revenu sur la matière et j'en ai fait mon métier. Voilà. Donc j'ai découpé dans un petit morceau de papier, je l'ai posé sur mon cuir et j'ai découpé mon morceau de cuir. Le patronage, c'est la création de la pièce. On donne vie à la pièce. C'est ce qui est le plus important pour moi. Là, je vais poncer un petit peu pour que ce soit plus joli. Donc je vais commencer par la pointe. Ici, je prends mon maillet et je tape. Maintenant, on fait des pièces en cuir, mais ces pièces en cuir donc, qui sont faites avec du bon cuir, mais qui sont mal montées. Donc c'est des pièces qui ne vont pas durer très très longtemps. Et quand il faut tout redémonter, qu'on va emmener chez un spécialiste, eh ben, ça va coûter plus cher que la pièce qu'on a achetée au départ. Donc qu'est-ce qu'on fait? Souvent on le jette. Et c'est dommage parce que au moment où elle va commencer à vieillir avec nous, ça devient intéressant qu'elle a pris les formes, enfin qu'elle s'habitue un peu à notre corps. Hein. Eh ben, on va s'en séparer, quoi. Et le cuir, c'est pas ça. Le cuir, c'est au bout de 5 ans, cette pièce commence à s'habituer à nous, et puis si on la garde 10 ans ou 15 ans, là vraiment, on peut se dire qu'elle aura fait un bout de chemin avec nous. Je serais pour mettre de l'acajou. Voilà. C'est une couleur que j'aime bien. Et comme ça va aller dans l'atelier, ça va bien se marier. J'ai travaillé le cuir en me disant, je vais transmettre quelque chose. Quand l'atelier va ouvrir, hein, quand le virus sera passé, moi, ma manière de fonctionner, c'est de continuer à travailler à l'ancienne. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Déjà, on a perdu beaucoup. Hein. Au Moyen-Âge, ils arrivaient à durcir le cuir, qui arrêtait les flèches, enfin voilà. Évidemment, maintenant, ça ne nous servirait pas à grand-chose, mais c'est quand même un savoir qui s'est perdu, et si on continue comme ça, eh ben, un jour, on ne saura plus. On aura tous les mêmes paires de chaussures, tous les mêmes blousons, tous les mêmes sacs, et c'est quand même un petit peu dommage. Des fois, je croise des personnes avec qui j'ai fait des animations il y a, on va dire, une vingtaine d'années et qui ont encore leurs pièces et qui l'ont donné à leurs enfants ou, enfin voilà, qui ont une certaine fierté. Et des fois, j'arrive à voir la pièce, on voit comment elle a vieilli. Je suis Bruno Jourduy, j'ai 52 ans et je suis directeur général de Maison Bonnet. On est entreprise du patrimoine vivant depuis 2014. Donc ce label me certifie quand même d'une fabrication 100% française. On fabrique tout dans nos ateliers. On travaille avec des partenaires français et à 95% européens, principalement italiens sur les boucles et les cuirs. Bon alors, comment ça va? Ça va. Ouais, pas de soucis hein? Non, aucun souci. Vincent, il est en train de couper les bandes après avoir reçu les matières et vérifié la qualité. Typiquement, ce genre de livraison, toute cette partie-là, elle est inexploitable. La qualité en général, en fait, c'est un combat de chaque jour. Et quand il y a un souci, on met les pots de côté et on fait les remplacements auprès de nos fournisseurs. Donc voilà, il faut de l'exigence, je dirais. Mais rien n'est impossible. À partir de 1930 et assez longtemps, l'ADN de la marque était vraiment centré sur l'homme. Et on a vraiment développé l'univers de la femme à mon arrivée en 2009. L'étape de la teinture, c'est vraiment une des étapes les plus importantes qui garantit la qualité d'une ceinture.
On a beaucoup progressé ces 10 dernières années puisqu'on a travaillé de plus en plus avec des maisons de luxe et du coup c'était une exigence qu'ils nous ont imposée et ça nous a vraiment obligés à nous remettre en question et à revoir nos process de fabrication. Là on a mis 3 sous-couches et 2 couches et là quand vous passez la main, là vous avez l'impression que c'est du beurre en fait. Bon, là, il y a la qualité du cuir du dessous et du dessus, mais vraiment là on est typiquement dans une finition parfaite. Une ceinture Maison Boinet, que ce soit une ceinture homme ou femme, on est sur un style intemporel déjà. L'idée c'est pas de faire de la mode, mais c'est de faire plutôt un produit qui est dans l'air du temps, mais qui ne va pas se démoder. Sur le marché de la femme, en l'occurrence, par rapport à l'homme, on est sur un produit coup de cœur, on n'est pas sur de l'utilitaire. Donc effectivement, une ceinture, c'est un accessoire comme un sac à main ou une paire d'escarpins. C'est vraiment un produit qui vient mettre de la féminité à une silhouette. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment un accessoire de mode à part entière. Il y a toujours quelque chose à raconter sur la ceinture qui généralement est vraiment le dernier accessoire. Ça a été un peu le parent pauvre de l'accessoire. Donc voilà, l'idée c'était de redonner ces lettres de noblesse à un produit qui est important. Bruno Biette, restauration automobile à Château-Renaud. J'ai 51 ans. Et je vis de ma passion. Mon papa était passionné d'auto, il a fait du rallye et puis je suis tombé dans la carrosserie peinture à l'âge de 14 ans. J'ai été pris à la ville de Tours comme carrossier peintre pendant 19 ans et j'ai eu envie de passer à autre chose et donc je me suis installé. On essaie de restaurer des autos qui ont de la valeur. J'ai oui, le souvenir d'une berlinette qui a couru dans un championnat de France des rallyes qui a été conduite par Jean-Claude Andruet et Biche, sa copilote. J'ai aussi le souvenir marrant d'une petite voiture à pédales que j'ai restaurée pour une cliente, qui était un jouet de famille qu'ils avaient quand ils étaient petits avec sa sœur. Donc ça saute du coq à l'âne en fait. Il n'y a pas de modèle précis. Toutes sont belles. C'est la fameuse soft window, lunette arrière souple, qui a été produite aux toutes premières Porsche 911. Cette petite auto sort d'une grange de Monet chez un ami qui avait des petites chèvres. Et c'est les chèvres qui, en montant dessus, avaient abîmé la lunette arrière en plastique. Et c'est comme ça que j'ai su que cette auto était là et que c'était donc un modèle assez rare. Et à force de sympathiser, l'ami me l'a vendue sachant que j'allais la restaurer. Les ailes arrière avaient été transformées, elle avait des jantes en aluminium larges comme ça. Donc le tuning des années 80 quoi. Et donc au jour d'aujourd'hui la mode a changé, on veut remettre les voitures en configuration parfaitement d'origine. J'ai pas pu la refaire dans la teinte origine, le vert j'ai pas pu m'y faire. Donc bon, du vert elle est passée en bleu, mais c'est une teinte de 67 spécifique Porsche évidemment de la même année quoi. Je pense que j'ai hâte de faire mon premier tour avec. Allez, tu vas la tenir. Voilà, tiens-la bien. Allez, c'est parti. Il faut des jeunes passionnés et qui ont vraiment envie de faire ces métiers qui sont quand même poussiéreux, qui sont pas toujours agréables. Hein. On travaille des fois dans le froid, la rouille. C'est pas... On voit toujours les chantiers finis, mais il y a le avant. Et le avant, c'est souvent le moins marrant. Donc il faut qu'ils soient téméraires. Ceux qui s'intéressent à l'ancienne, c'est vraiment des passionnés. Je pense qu'eux, ils auront plus de chance que d'autres. J'ai envie de dire... je pense que les voitures modernes vont lasser les gens. Les voitures sont aseptisées, les voitures se ressemblent toutes, et on a besoin d'autre chose. Mes filles, ma maman, mes sœurs, tout le monde est un petit peu baigné dans l'automobile. Oui. Ma maman a eu la chance de garder la voiture avec laquelle elle nous emmenait à l'école, une Alpine GT4. Donc une auto qui au jour d'aujourd'hui a un peu de valeur, mais il y a des années de ça, ça valait rien. Et on allait à l'école en Alpine. C'est peut-être ça qui m'a vacciné en fait. Hein. Peut-être ça qui m'a piqué. Hein. On est sur la ferme de Brouard à Neuilly-le-Lierre ici. On s'est installé dans les années 78
avec 50 hectares de terre et 25 chèvres. J'ai appris à faire les fromages avec ma grand-mère. À 3 ans, je faisais la traite avec un petit seau à moutarde. Et puis avec maman, on avait 130 chèvres à côté de cette sorcière. Et puis quand je me suis mariée, elle m'a donné 25 chèvres et puis on est arrivé là. Maintenant, l'âge étant, ma femme 65, moi 67, donc on a pensé de prendre la retraite. Il paraît que ça se fait. Allez, on va aller voir les petites biquettes. Bon, tout le monde va bien ce matin, là? Ah oui, il a bien bu. Regarde son gros ventre, tu vois? Tu le redonnes à sa maman, va. Voilà, impeccable. Allez, prends le bout là-bas. Allez, on va donner aux biquettes. Regarde. Ils vont avoir des fromages qui vont avoir le goût de sapin. Heureusement qu'on a enlevé les guirlandes. Hein. Est-ce qu'ils auraient des guirlandes dans les cornes? Dans cette pièce, j'empresure mon lait. Alors je mélange la traite du soir avec celle du matin pour le ramener à 20 degrés. Et je mets de la présure et du jus du sérum du fromage. Et je ne mets pas de ferment lactique. C'est du fromage naturel. Les gens se retrouvent au goût. Souvent les gens me disent, qu'est-ce que tu mets dans tes fromages? Et je leur dis, rien du tout. Pour faire un rond, il faut 2 litres, 2 litres et demi. Pour faire un Sainte-Morme, il faut 3 litres, un bon 3 litres. Je ne suis pas fromage de chèvre, on en mange peu. Je suis toute la journée dedans, ça ne me tente pas. Allez les filles, c'est l'heure de la traite. C'est un travail d'équipe chez les Baudets. Les petits-enfants, ils sont nés à presque ici, alors donc ils connaissent les chèvres et le travail mieux que leur grand-père presque. Isia va reprendre l'exploitation, hein, avec son frère Arwan. Il n'y a pas beaucoup de postulants pour reprendre, quoi. Ça serait des gros élevages, peut-être qu'on aurait davantage de chance, mais là maintenant, avec 60, mettons 50-60 chèvres, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui veulent essayer de se lancer là. Peut-être que c'est un tort, mais c'est dommage. Quand vous allez les laisser, ces chèvres, ça va vous faire quoi? Je vais prendre un joker.